Chaque jour, ils construisent le Web3 selon leur vision et leurs convictions. Dans Behind the Chain, des builders passionnés vous partagent leurs expériences et leurs conseils pour réussir, vous aussi, dans le Web3. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et à en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Marek Fijalkowski. Il est manager du pôle crypto au sein du groupe UAP. Comment tu vas, Marek ? Super, et toi Romain, merci de m'accueillir. Bah écoute, moi en pleine forme, voilà, c'est le matin, on commence par un épisode de podcast, donc forcément la patate. Donc écoute, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter le début de ton parcours pro avant ta rencontre avec le Web3 ? Ouais, pas de souci. Mais je vais retourner même un tout petit peu plus loin sur mon parcours scolaire, où j'ai fait 2 ans d'école préparatoire en éco-maths et ensuite une année à la Sorbonne en éco-gestion. Et j'ai fini sur un master en business administration totalement en anglais. Donc fort de ce parcours très scientifique, mathématique et économique, j'ai complètement abandonné cette voie-là pour me consacrer au travail de commercial, au début pour des sociétés de grossistes en consommables automobiles. Ensuite, j'étais un peu plus dans la transition énergétique. Je faisais des bilans d'habitation individuelle, donc des bilans énergétiques, analyse des diagnostics performance énergétique et tout ça. Et je conseillais sur des produits de pompe à chaleur ou de chaudière, dépendamment des foyers. Ensuite, de 2015 à 2017, on avait une boîte dans la rénovation avec mon grand frère qui lui avait plus un parcours ingénieur, chef de chantier, conducteur de travaux, tout ça. Donc pendant 2 ans, ça s'est sorti de terre et on commençait à être profitable, à être rentable, ça commençait à être vraiment sympa. Et il a décidé de se marier, de déménager. Donc c'est lui qui avait tout le bagage technique. On a décidé de fermer l'entreprise sur Paris. Et là donc je me suis retrouvé fin 2016. Même début 2017, on a encore un peu de paperasse, mais surtout fin 2016, un peu la queue entre les jambes, pas trop savoir quoi faire. Et donc là, j'ai eu de la chance, j'ai regardé Banking on Bitcoin, donc c'est un documentaire qui a été publié sur Netflix fin 2016, et 2 jours après, j'ai acheté des bitcoins, ça a changé ma vie. Très vite, j'ai commencé à faire des petits meet-up, participer à des forums de discussion, Twitter à fond. Et j'ai rencontré sur un coup de chance, de bonne fortune, le fondateur du groupe pour lequel je travaille actuellement. Donc j'ai commencé en tant que biz dev chez eux. Donc vraiment ça tournait autour de l'affinement de l'offre qu'on proposait au sein du club privé d'affaires. Et donc apporteur d'affaires également, de 2018 à 2020. Et c'est en rentrant de Corée du Sud, où j'ai vécu pendant 6 mois, que je me suis dit ok, j'ai fait mes débuts, mes armes dans l'univers crypto, et je voulais accélérer les choses. Donc j'embraye directement sur ta deuxième question, hein, excuse-moi, peut-être que tu veux réagir par rapport à ça déjà. Tu nous parlais de banking on Bitcoin. En quoi ça a été une révélation ? Voilà, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce que tu as pu apprendre voilà, au tout départ sur Bitcoin ? Bah, j'avais déjà un peu une vie de marginal, donc la personne qui cherchait à travailler en tant que commercial, auto-entrepreneur, toujours indépendant. Et donc j'étais aussi au fait des théories économiques, et voilà, j'ai une compréhension basique des théories mathématiques. Donc quand tu regardes quelque chose, un documentaire sur un protocole décentralisé qui veut révolutionner le monde financier, bah forcément tu y prêtes attention 2 fois plus qu'une personne lambda. Et vraiment les témoignages de Charlie Shrem et des jumeaux Winklevoss,
m'ont totalement convaincu et j'ai trouvé cette technologie très séduisante. À cette époque-là, je connaissais pas encore bien tous les tenants et les aboutissants du protocole, mais je suis bien content d'être tombé dans ce rabbit hole et d'avoir poursuivi mes recherches et mes connaissances autour du Bitcoin et maintenant a fortiori du Web3, même si pour moi le Bitcoin reste quand même la seule chose vraiment décentralisée, intéressante, révolutionnaire, plutôt évolutionnaire, j'ai envie de dire, parce que c'est pas une révolution, c'est une évolution. Voilà un peu ce qui m'a marqué. Hein. C'est vraiment les parcours de Charlie Shrem et des jumeaux Winklevoss. Je connaissais pas du tout l'affaire Facebook avec Zuckerberg et ainsi de suite, donc ça m'a un peu appris là-dessus. Et puis bon, Bitcoin, je sais pas comment toi tu as été introduit à ce protocole, mais cette vie euh, de pirate, de souveraineté financière, c'est vraiment au début ce qui m'a séduit. Et forcément, bah, quand tu achètes du Bitcoin fin 2016 à 800 dollars et qu'un an après il est à 20 000 dollars, tu es plus que convaincu. C'est une nouvelle religion qui s'ouvre à toi, quoi. Pour moi, ça a été ça, une vraie révélation et j'ai plongé dedans et tout de suite j'ai partagé énormément avec mon entourage. J'aurais pris la tête. Ça a pris des années pour orange peel, comme on dit dans le métier, pour orange peel mon entourage. Donc, je suis assez fier aujourd'hui d'avoir quand même accumulé suffisamment de connaissances et d'avoir vulgarisé certains phénomènes pour pouvoir convaincre n'importe qui. Je pense que c'est important aujourd'hui d'éduquer son prochain, surtout sur des questions aussi importantes que l'argent. Yes, on est tous les deux d'accord là-dessus et en tout cas, voilà, on sent dans ton intonation que t'es vraiment convaincu et que t'es passionné. Donc, écoute, en tout cas, ça fait plaisir à entendre. Alors, je te propose peut-être, avant qu'on parle plutôt de toi, de ton rôle aujourd'hui au sein du groupe OAP, qu'on reste sur la thématique Bitcoin. Je crois que tu es très actif au sein de la communauté et que tu participes d'ailleurs à des événements en tant que speaker. Bah voilà, est-ce que tu peux nous détailler un peu ça et nous dire voilà, bah déjà comment tu t'es retrouvé à être speaker dans des events et aussi peut-être nous parler de ces events-là en question. Bah, pour moi, ça a commencé déjà par des forums de discussion, des petits meet-up. Je remercie les gars de chez Bitcoin FR qui ont réussi à vraiment maintenir une régularité sur les meet-up à Paris, qui étaient toujours très qualitatifs. Donc pour ça, ça m'a beaucoup appris. Je pense que au final, avoir participé à Surfing Bitcoin, à 3 fois ETHCC en tant que volontaire, ça m'a aussi permis d'acquérir pas mal de connaissances. Le lancement de Nîmes en France, on en parlera peut-être après si on a le temps. J'ai fait le lancement de The Big Whale, je suis un des membres fondateurs aussi. Donc pas mal d'activités, c'est vrai, sur ce volet social autour de Bitcoin et du Web3. Là où j'ai vraiment été speaker, c'est au Bitcoin Economic Forum, donc c'est le BEF organisé par la plèbe. C'est vraiment pour moi quelque chose qui est un peu plus convivial, familial, où tout le monde peut proposer des petits panels, des petits ateliers. Donc forcément, c'est pas vraiment en tant que speaker que j'ai été inscrit là-bas, mais voilà, tout le monde peut proposer ses petits trucs et partager son expérience. Donc beaucoup d'échanges à ce niveau-là. On l'a fait 2 fois et la première fois j'étais avec un seul de mes traders, la deuxième fois on était une équipe de 5, donc c'était vraiment sympa. Et là où j'ai vraiment participé en tant que speaker officiellement, c'est Bitcoin Freedom Festival. C'est Bitcoin organisé par Bitcoin Jungle au Costa Rica. Et donc là, j'ai fait 1 heure de présentation en anglais sur l'histoire de la politique monétaire. Et c'est vraiment très encourageant d'avoir des personnes qui viennent te féliciter. Il y avait en tant que Français, il y avait pas mal de monde. Il y avait Francis Pouliot qui a créé Bull Bitcoin avec qui j'ai partagé. Il y avait Yorick de Montbine qui est venu me féliciter pour mon talk et qui m'a dit il fallait que j'écrive un article, qu'il le republierait et ainsi de suite. Donc cette reconnaissance aussi, ça fait du bien. Et bah je partage de toute façon tous mes travaux avec le groupe UAP. C'est à eux après de voir s'ils veulent le partager publiquement ou pas. C'est
c'est eux qui payent pour la moitié au moins, voire la totalité de mes déplacements, des coûts de d'hôtel et ainsi de suite pour ce genre d'événement. Donc je leur suis également extrêmement reconnaissant de m'offrir ces possibilités-là. Voilà, mais Bitcoin Jungle pour moi c'était le plus gros événement, celui qui m'a le plus marqué parce que c'était vraiment les cypherpunk puristes qui étaient présents et on avait notamment le Galoy, l'ingénieur français qui a fait le StableSat. Il y avait deux ingénieurs, un américain, un canadien, qui ont créé le portefeuille Bitcoin Jungle à l'aide de notre compatriote de chez Galoy. C'est un portefeuille custodial qui permet de vraiment payer très largement au Costa Rica parce que je sais pas si tu sais, mais au Costa Rica, tu as le dollar forcément, mais il y a aussi le colon. Donc le colones, c'est la monnaie officielle du pays. Et il y a un système de paiement annexe qui est donc via un réseau télécom, donc c'est des crédits téléphoniques. Et il y a un taux de pénétration de 90%, c'est-à-dire que 9 commerces sur 10 acceptent ce moyen de paiement plus marginal basé sur le réseau téléphonique. Et donc, les gars de chez Bitcoin Jungle ont réussi à créer un portefeuille Lightning adossé sur ce réseau télécom. Donc, les gens ont du Bitcoin et peuvent payer chez tous les commerçants qui acceptent ce crédit téléphonique. Donc, aujourd'hui, quand tu es un Bitcoiner, tu es au Costa Rica, tu peux vraiment vivre très, très paisiblement avec un portefeuille Bitcoin. Donc, c'est plein de choses comme ça qui te font comprendre qu'il y a une adoption réelle qu'on voit pas du tout dans les pays occidentaux et qui fait chaud au cœur parce que quand vous voyez la famille avec la mère de 70 ans qui a trois enfants qui les élève à aller chercher l'eau au puits faire ses propres cultures et ainsi de suite. Donc eux, ils vivent de l'agriculture. Voir entendre leurs témoignages sur le fait que avant, ils étaient obligés de thésauriser en or ou en colones ou en dollars. Donc dans le cadre des monnaies fiduciaires, ils étaient assujettis à l'inflation qui aujourd'hui est terrible. Au niveau de l'or, bah, c'est toujours assez difficile de le stocker et d'échanger. Donc c'est pas toujours facile. Et quand elle raconte qu'avec Bitcoin, bah, on peut faire tout ce qu'on faisait avec l'or et les monnaies fiduciaires combinées et encore plus, bah franchement, ça fait plaisir de voir que cette technologie est adoptée pour ses vraies valeurs, ses vraies fonctions monétaires et non pas uniquement en tant qu'objet de collection ou d'investissement risqué comme on peut le concevoir en Occident. Bah écoute, merci du partage parce que je t'avoue que j'ignorais que le taux d'adoption était aussi élevé au Costa Rica. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé dernièrement du Salvador avec voilà le fait qu'ils aient adopté le Bitcoin comme devise. Mais ok, bah écoute, hyper intéressant. J'essaierai de trouver des sources. D'ailleurs, peut-être que je te demanderai de m'en partager pour qu'on puisse mettre aussi en descriptif du podcast parce que tu as parlé de beaucoup de choses et c'est hyper intéressant. Tu sais, comme tu as participé à plusieurs événements de Bitcoin, bon voilà, c'est toujours des événements particuliers. On y croise des personnalités fortes, parfois très marginales aussi et tout. Donc voilà, je me demandais si tu avais une anecdote à nous raconter sur un des événements. Ouais, j'en ai noté plusieurs. Alors forcément, celle qui m'a fait le plus rire, c'est celle à Surfing Bitcoin. Ils avaient installé sur la terrasse du casino une planche de surf, tu sais, qui bougeait mécaniquement. Et le but, c'était de tenir le plus longtemps possible. Et c'est Yorick de Montbin qui détient le record. Et on était tous autour à crier Yorick président, tu sais, parce qu'il fait un peu plus partie du monde politique et financier traditionnel par rapport à d'autres, hein. Et du coup, c'était assez drôle de le voir sur une planche comme ça, alors qu'il donne toujours des talks super sérieux, avec des voix, tu sais, très très sérieuses, assez monotones pour convoyer l'information. Et puis même, tu sais, c'est quelqu'un, enfin selon moi après, qui est très simple. Et du coup, si tu l'écoutes et que tu vas poser des questions à la fin de son talk qui sont un peu à côté ou vraiment qui n'ont aucune pertinence, et ben il va pas te ménager, quoi. Il va te dire très clairement, bah écoute, c'est ça, ça, ça. Et ta question est un peu bête, tu vois, genre, en sous-entendu. Donc c'est assez drôle de l'avoir vu complètement désinhibé sur cette planche. Sinon, l'événement le plus fou que j'ai fait, c'était Solana Breakpoint, novembre 2021, donc au pic du bull run. On était à Lisbonne et ils avaient loué 3 venues, donc
trois endroits où il y avait la conférence, une ancienne cité industrielle redesignée en petits bars, petites boutiques, le truc vraiment archi bobo mais super chic, un grand restaurant en 2 étages le long de la baie et le jardin exotique de Lisbonne. Donc c'était vraiment que des plantes, un parquet énorme. Et c'était là où il y a eu la conférence de clôture et il te disait voilà sortez et vous allez recevoir une notification sur votre portefeuille Solana. Et là tout le monde recevait la notification, suivez les feux d'artifice. Donc là tu sortais du jardin exotique en plein cœur de la ville et tu suivais les feux d'artifice qui t'emmenaient à la place du commerce, la plus ancienne et place historique de Lisbonne. Et là ils avaient loué la seule boîte et donc c'était assez grandiose. Il y avait le deuxième hodler Solana Monde qui rinçait un peu tout le monde. Enfin c'était assez le truc toujours plus qui on montre que on a réussi et que c'est la gloire. Et enfin voilà, c'était sponsorisé par FTX à l'époque, donc j'imagine bien que ça débordait de tous les sens, quoi. Et dernière petite anecdote, désolé, je suis un peu long, mais il y a un gars néo-zélandais qui était là au Costa Rica et il était speaker aussi. Et le soir avant qu'il speak, qu'il fasse son talk, on s'est vraiment mais bien envoyé à l'alcool et il marchait mais à quatre pattes. Moi, je pensais que c'était vraiment le gars un peu cypherpunk qui était là depuis longtemps, mais qui n'avait vraiment rien entrepris. Et quand j'ai entendu son talk le lendemain, j'étais bouche bée de voir que on était tous amorphes dans le public et lui il avait regagné toute son énergie, il était débordant d'énergie et il avait fait une liste complète de toutes les fiscalités de tous les pays et zones géographiques. Et le mec, mais comme je te dis, c'était un monstre de la recherche. Il avait vraiment toutes les petites astuces et pratiques où que tu sois dans le monde pour pouvoir vivre en tant que digital nomade. C'était super impressionnant. Donc ouais, je pense que chaque événement m'a réservé son lot de belles rencontres, belles surprises et de moments où on a profité de la vie. Merci beaucoup du partage. Ce que je te propose, c'est du coup, qu'on vienne maintenant sur, voilà, sur ton rôle de manager du pôle crypto au sein du groupe UAP. Peut-être que tu peux, dans un premier temps, faire, c'est nous présenter, voilà, le groupe UAP, quelles sont les activités, et puis ensuite, nous expliquer toi ce que tu fais au quotidien dans ton activité. Le groupe UAP, lui, il a été fondé en 2012 sur du web marketing, du référencement de bannières publicitaires sur Internet, de web marketing, de marketing de réseau. Donc c'est un site aujourd'hui qui a un bon rang sur le classement Alexa de Amazon. Je sais pas si tu connais, mais ça te donne à peu près le trafic global des sites internet présents sur le web. Et du coup, voilà, le Ultimate Affiliate Programme est un site qui tourne très bien. Et en 2014-2015, les fondateurs ont commencé à utiliser Bitcoin pour se faire payer des clients et payer des clients. Donc c'était vraiment en tant que electronic cash qu'ils ont utilisé au début. Et fin 2015, début 2016, ils se sont dit bon bah il y a peut-être quelque chose d'autre derrière tout ça et il va s'agir d'en accumuler à partir de maintenant. Et fin 2017, début 2018, ils ont lancé le club privé d'affaires et depuis ça tourne très très bien. J'en parle pas trop parce on est en acquisition de licence, donc là j'en parle parce que c'est bon, les licences ont été acquises. Donc c'était un parcours du combattant hein, entre des tentatives de virtual fund asset à Malte, de PSAN en France. On a monté plusieurs dossiers, il y a eu beaucoup de refus, beaucoup de pistes étudiées qui au final n'ont rien donné, qui nous ont fait perdre beaucoup de temps et d'argent. Et aujourd'hui, on est officiellement VASP, donc Virtual Asset Service Provider en Bulgarie et en Pologne. On est également aussi titulaire d'une licence bancaire en Suisse qui nous permet de délivrer des IBAN anglais, hollandais. J'en dis pas plus, c'est encore des choses qui sont en cours de finalisation, mais je pense que l'année 2025 sera une année de consolidation pour nous et donc il y a plein de belles choses qui arrivent. Moi, en tant que trader et
à partir de mars 2020, j'ai fait plutôt mes preuves sur la durée. Donc, on a ouvert avec un collègue le pôle expert crypto fin 2021. Et depuis, on a multiplié un peu les activités autour des NFT, de la finance décentralisée, mais surtout du trading algorithmique, hein. Notre cœur de métier, à 90% allez, du pôle crypto dans le groupe se traduit par de l'activité de trading discrétionnaire. Donc là, vraiment, on est une petite trentaine. Je pense que depuis 2021, j'ai recruté 60-70 personnes. Aujourd'hui, on est un petit noyau de 12, 13, 14 personnes. Il y a beaucoup de turnover, mais c'est parce que aussi on proposait jusqu'à maintenant une formule assez magique où tout était gratuit. On formait les gens à l'écosystème crypto et au trading. Et du coup, si ça se passait bien, on leur a loué des comptes avec de l'argent réel et un plan de rémunération attractif où on était capable d'augmenter la taille du compte de 100 à 150% tous les mois s'ils atteignaient les objectifs de 2, 3, 4% par mois. Donc, c'est quelque chose qui peut aller très très vite. On a des gens qui sont partis avec des comptes à 1000 $ pour se retrouver un an après avec des comptes à 7 chiffres. Donc c'est quelque chose. Enfin pour moi, j'ai l'impression qu'on donne vraiment une opportunité en or depuis 2021. Les gens nous rejoignent pas. D'ailleurs, je fais un petit message à celui qui nous a permis d'être là aujourd'hui, c'est Thibaut, hein, le fondateur d'Unchained Jobs, qui lui aussi m'a permis de recruter une bonne partie des traders et des opérateurs que j'ai actuellement. Donc, gros merci à lui, gros travail sur leur site internet qui au final est un des portails privilégiés pour nous sur le recrutement. Donc moi, en fait, je m'occupe du recrutement, de la formation, du développement de nouvelles activités et je suis également trader pour le groupe. Bah écoute, ça fait pas mal de casquettes et bah écoute, intéressant de voir toutes les activités voilà qui sont faites au sein du AP. Alors ce que je te propose maintenant peut-être c'est voilà qu'on vienne sur des questions un peu plus personnelles voilà pour la fin de l'épisode. Alors c'est pas très Web3 la question parce que bon voilà le Web3 c'est pas forcément avec la décentralisation, l'objectif c'est peut-être pas de mettre en avant des structures ou des personnes, mais voilà, est-ce que toi t'en as déjà cité sur la première partie de l'épisode, mais est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'inspire vraiment dans l'écosystème? Bah, je suis désolé, je vais pas pouvoir te répondre avec une seule personne. Pour moi, ça a été vraiment beaucoup de gens que j'ai suivis et que j'ai admirés au fil des années. Et je vais t'en citer cinq. Donc, Tur Demester, c'est quelqu'un qui a fondé Adamant Research, qui est full Bitcoin et qui est un vulgarisateur. Il a notamment fait Bitcoin Amsterdam, je crois, il y a un mois ou quelque chose, ou je sais, ou c'était peut-être Bitcoin Miami. Bref, il a fait une présentation sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse concernant le contexte économique et géopolitique en Europe. C'est vraiment Enfin, tous ses travaux sont excellents, hein, mais celui-là tout particulièrement, c'est 30 minutes où il fait vraiment l'analogie entre Tolkien et le Seigneur des Anneaux et la situation européenne. C'est super bien fait, franchement. Je le conseille à tous. Sinon, les vulgarisateurs, éducateurs que sont Giacomo Zucco et Andreas Antonopoulos, c'est vraiment les références qui m'ont permis d'évoluer au niveau technique et Lynn Alden et Saifeddin Ammous qui sont pour moi des analystes macroéconomiques très pointus. Lynn Alden, son dernier bouquin Broken Money est tout à fait exceptionnel. Saifeddin, je le présente plus, hein, mais voilà, ses bouquins sont très bien aussi. Donc ce serait ces 5 personnes-là: Tur Demester, Giacomo Zucco, Andreas Antonopoulos, Lynn Alden et Saifeddin Ammous. Allez, c'est parti. 5 pour le prix d'un, je prends. Alors, il me reste 2 questions à te poser. Je veux vraiment te les poser parce que voilà, elles sont importantes pour moi. Alors, je te demanderai vraiment des réponses concises parce que le temps passe vite, comme à chaque fois. Ouais, désolé. Non, mais il y a pas de souci, il y a pas de souci. C'est hyper intéressant, t'inquiète. Donc, l'avant-dernière, c'est voilà, c'est quoi la tendance ou la techno qui te hype le plus en ce moment dans le Web3? Bah, sans précédent, franchement, il y a rien de mieux que Nostr. Aujourd'hui, c'est vraiment
l'émergence des réseaux décentralisés dans son excellence. Nostr, c'est un protocole qui a été publié en novembre 2019, qui a été un peu passé sous les radars, mais qui est revenu sur le devant de la scène en 2022, vu que Jack Dorsey a abandonné Blue Sky pour se consacrer totalement à Nostr. Nostr, c'est l'acronyme pour Notes and Other Stuff Transmitted by Relays, donc des notes et autres trucs transmis par des relais. C'est vraiment si je peux le vulgariser en deux mots, Bitcoin va décentraliser le partage de la valeur et Nostr va décentraliser les interactions humaines au sens beaucoup plus large. Et deuxième techno que j'ai mentionné tout à l'heure, NIM. Donc c'est vraiment une combinaison de mixnet et de standardisation des packages qui sont envoyés sur le web. C'est tout à fait passionnant, je conseille. C'est la première boîte qui s'est immatriculée en France sans compte bancaire, donc uniquement grâce à Bitcoin. Et ils ont levé 350 millions en Suisse. C'est énorme. C'est énorme ce qu'ils font. Bah, merci pour ces deux nouveaux partages. Et puis, bah, on arrive du coup à la dernière question qui est pas la plus simple. C'est voilà, si tu avais une feuille blanche, voilà, un crayon magique, mais pas forcément magique, mais si tu pouvais dessiner le Web3 idéal, il ressemblerait à quoi? Bah, pour moi, ça serait vraiment une décentralisation complète et résiliente. Donc c'est ce qu'on a de plus en plus sur Bitcoin, aussi sur d'autres blockchains, mais dans une moindre mesure selon moi. Et enfin le principal, ça passe par une organisation de nœuds autonomes à l'échelle mondiale afin de faire profiter à tout le monde d'une souveraineté numérique avec des wallets tout en un qui permet d'avoir des accès aux services financiers, sociaux, culturels, mais de manière enfin frictionless, sans friction, très facile d'utilisation. Je pense que c'est ça qui va promouvoir vraiment l'économie de la sobriété, du partage dont on a fortement besoin aujourd'hui et voilà un monde plus juste et inclusif en forme de nébuleuse de DAO. Je sais pas si tu visualises un peu ce que je veux te dire là, mais voilà un peu comment je dessinerai la chose, sachant que l'essentiel repose sur le coût pour l'utilisateur individuel de fonctionner en tant qu'entité souveraine sur un réseau pair à pair. Donc, si le coût devient trop élevé de faire tourner son propre serveur ou son propre relais dans le cas de Nostr, eh ben, les utilisateurs externaliseront les opérations à des tiers, comme on peut le voir aujourd'hui sur le système SMTP. Le mail aujourd'hui est régi par plusieurs grosses boîtes, hein, même si le protocole à la base reste open source et donc décentralisé. Et du coup, voilà, si ce nombre de pertes diminue au point où une poignée d'entités deviennent des gardiens et dictent leur gouvernance, eh bien les règles du réseau, sans même changer formellement le protocole sous-jacent, bah elles seront biaisées. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Et donc vraiment cette décentralisation complète et résiliente est extrêmement importante. Bah écoute, merci. Voilà, tu me disais que avant qu'on commence l'enregistrement, qu'elle t'avait posé quelques difficultés cette question, mais bon, voilà, je trouve que tu as plutôt bien répondu, voilà, avec tes propres convictions. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah, merci beaucoup tout court, voilà, pour ta participation à l'épisode. C'était vraiment chouette qu'on puisse l'enregistrer ensemble. Ouais, effectivement. Un big up à Thibaut, voilà, qui nous a connecté et présenté. Donc ouais, un grand merci à lui et bravo pour tout ce qu'il build aussi de son côté. Et puis écoute, bah ouais, moi en tout cas j'ai appris vraiment beaucoup de choses dans cet épisode. Je t'avoue que voilà, je suis loin d'avoir ton niveau de connaissance et d'expertise sur Bitcoin. Donc voilà, j'ai pas mal de noms à aller check et voilà, je pense de vidéos et de présentations à regarder. Donc, ouais, merci pour tous ces partages. Je te demanderai probablement quelques sources après l'épisode parce que je pense que je retrouverai pas tout. Et puis, ben voilà, je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure et dire un petit mot aux auditeurs. Bah moi je reste à ta disposition pour toute demande d'informations supplémentaires. Il y a pas de souci, avec grand plaisir. Le mot de la fin, bah c'est juste qu'il y a un futur meilleur qui est en train d'arriver et il se fera pas sans nous. Donc à vos claviers, à vos stylos, à vos n'importe quoi, mais voilà, let's build together, construisons ensemble le
monde de demain, hein. Écoute, super conclusion. Je te souhaite une excellente journée, Marek. Je te dis à très vite et salut. Ouais, merci beaucoup de m'avoir eu, ça m'a fait super plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.